Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez sur Twitch. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Et on est ensemble pendant 35 minutes pour parler de la créativité et de l'organisation. Parce que c'est une question qui se pose de plus en plus. Si j'ai toujours été convaincue que le rôle du designer, c'était celui d'un funambule, d'avoir toujours un pied dedans et un pied dehors, force est de constater que notre rôle dans le numérique est devenu de plus en plus processisé et le pas de côté devient difficile. Et est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre notre saveur pour des méthodologies trop rigides? Et est-ce que justement ce changement de paradigme ne risque pas de rendre l'innovation difficile dans les prochaines années? Pour répondre à cette question, j'ai la chance d'avoir 3 merveilleuses invitées. Stéphanie Duchemin, qui est design manager chez Decathlon, Benjamin Laforie, qui est Head of Design et Brand chez Matera, et Michael Bayens, qui est designer protéiforme et cofondateur de la Confiture Game. Et nos 3 invités se ressemblent de par leur côté touche à tout, curieux et bien sûr créatif. Et c'est surtout tous les 3, vous avez officié, on va dire, dans le domaine du design autre que le numérique, avant justement de vous y lancer. Par exemple, Benjamin, tu étais concepteur de jeux de société. Michael, qui était directeur de la création et réalisateur. Et Stéphanie, tu as étudié les arts appliqués. Et finalement, c'est une succession de coups de cœur qui vous ont emmené à venir, et de challenges intellectuels, bien sûr, qui vous ont amené à venir, en tout cas, interagir dans le domaine du numérique. Et sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous lire la définition, en tout cas, que j'ai trouvée sur la créativité, sur le dictionnaire des concepts, qui dit que la créativité, c'est la capacité à imaginer rapidement des solutions originales lorsqu'on est confronté à une problématique. Et je crois, Michael, que tu voulais rebondir sur cette définition. Oui, moi, j'ai une définition un tout petit peu plus radicale. On va en parler, mais ça touche des fois même à l'organisation et en fait, plus largement... Pour moi, c'est toute action et toute modalité qui s'oppose à la norme et aux conventions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Moi, je pense que il faut savoir regarder les choses sous un prisme totalement différent. Et je pense que la créativité, c'est aussi la capacité de trouver des liens entre les choses que d'autres peut-être ne voient pas et restent peut-être trop dans des cadres. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à réduire au graphisme. Souvent, en fait, on se dit les créatifs, c'est des graphistes. Pour moi, c'est vraiment à l'échelle du concept, la créativité. Il faut savoir disrupter, changer les choses. Le créatif, c'est pas un métier, en fait, c'est une posture. D'ailleurs, les plus grandes sociétés, elles sont dirigées, celles qui font envie, celles qui sont des très grandes sociétés. Je pense à Apple, je pense à Disney, je pense à Nike, je pense à Karl Lagerfeld chez Chanel. Les boîtes qui changent le ton, qui donnent le ton, sont des sociétés qui sont dirigées par des créatifs. Et justement, c'est une bonne transition parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes designers qui arrivent peut-être avec des méthodos, qui portent des méthodos qui sont fortes. Mais finalement, tu parles de la créativité comme d'une philosophie. Et justement, comment on accompagne des gens qui, en tout cas, n'ont peut-être pas appris à aller toucher l'émerveillement, la curiosité. Voilà. Est-ce que Stéphanie, je sais que justement tu m'en parlais beaucoup de ce besoin de créativité, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est vrai que c'est pas évident de pousser justement des jeunes générations, je trouve spécifiquement, qui arrivent dans des domaines très orthonormés. On a des design systems, on a des choses qui existent et qui sont en place depuis pas mal de temps maintenant. Donc ils arrivent à bourrer de certitudes sur des techniques, des connaissances. Par contre, comment on les sort de ces cadres-là? Et pour moi, la créativité, c'est avant tout la curiosité. Il faut être curieux. Quand on est curieux, je pense qu'on a déjà un petit ADN de créativité parce que de la curiosité crée l'innovation et crée la différence, en fait. Et c'est ce concept, pour moi, très fort et qui est une forte valeur ajoutée dans un individu. S'il va aller chercher plus loin ce qu'il a appris dans les livres, forcément, il va se dépasser et il va vouloir faire des choses pas normalement acceptables ou centrées comme on a l'habitude de nous imposer dans les entreprises, mais au contraire de pousser son élan créatif et donc d'être curieux. Et la curiosité, pour moi, c'est surtout en tant que designer, je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord, j'espère, vous avez intérêt. Non, mais l'idée, c'est vraiment, quand tu te lèves le matin, tu respires le café, tu as des expériences. Non, mais c'est vrai, la créativité, elle se passe
au saut du lit. Tu as eu des trucs qui t'ont contrarié. C'est comment tu arrives à pallier à ça. Et la créativité dans nos entreprises, c'est surtout, on applique des concepts. Voilà, surtout en UX, il y a beaucoup de règles, beaucoup de machins. Mais moi, j'aimerais pouvoir demain dire à mes designers, OK, il y a cette règle de bidule qui existe. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et comment tu pourrais faire en sorte que ce soit encore plus pertinent, plus près de nous? Je me tais parce que je vais en parler pendant des heures. Je partage ce constat. J'ai le sentiment qu'on a des jeunes designers qui arrivent dans l'entreprise qui sont franchement des outils clés en main. Ils sont très forts en méthodologie, mais on a oublié d'enseigner les principes de créativité, les principes d'analogie, et surtout, on vient de le dire, la veille. C'est-à-dire qu'un créatif, c'est quelqu'un qui se nourrit de toutes les informations qui viennent d'un peu partout. Et on a tendance à créer une société dans laquelle la créativité, c'est une nature chez l'enfant. On lui donne cette liberté. Et puis, le permis de devenir un adulte, c'est en général le moment où on te dit bah non, t'as plus l'âge de jouer à la poupée. C'est quand même symptomatique d'une société qui construit la bascule vers ne sois plus créatif, ne sois plus inventif, t'inventes pas des mondes, arrête de jouer à la poupée ou à la petite voiture, hein, que sais-je. Et c'est un truc qui est conservé chez le vrai créatif, qui continue en fait à s'inventer des mondes et à imaginer des variables, si on doit parler dans des termes technologiques, nouvelles et qui ne sont pas forcément écrites sur le papier au départ. Ouais, tu parles de veille, c'est pareil, c'est à quel point on fait de la veille, on reste dans des cadres de créativité, toujours regarder les méthodos ou aller toujours sur les mêmes sites. Il faut savoir regarder l'environnement dans lequel on est. Par exemple, la manière dont est agencée la pièce, tous les détails, ça peut être tout et n'importe quoi quand on se balade dans la rue. Il faut savoir s'alimenter de tout regarder, pas uniquement un podcast ou un live sur le product management ou le design. Il faut savoir s'inspirer de tout et la veille, il faut arriver à élargir son prisme au global. Et en vous écoutant parler aussi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ressenti, de sentiments, où là, effectivement, quand on est adulte, en tout cas, on soit fort, peut-être moins sur tes émotions. Et in fine, quand je vous entends parler, il y a ce réémerveillement aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur, qui n'est pas juste intellectualisé. Tu parles d'empathie? Pas que l'empathie, in fine, je pense avoir ce regard un peu, en tout cas, curieux, néophyte, en tout cas, sur les choses. C'est ce qu'on recherche à faire. Que ce soit de par un produit, que ce soit de par une brand, on essaie de faire ressentir des choses. Avoir de la design consistency dans les produits et dans les marques qu'on construit, c'est hyper important pour être associé et que n'importe qui puisse nous reconnaître. Mais le sentiment, ça reste la chose la plus importante qu'on essaye de véhiculer. On parlait, quand on a préparé l'événement, de la veille qu'on fait nous naturellement et qu'on partage dans Slack. Est-ce que vous voulez revenir sur ça ? Ouais, moi je disais, par exemple, excuse-moi si je disais, ils me détestent pour ça dans mes équipes parce que j'en vois des milliers de références sur tout et n'importe quoi, et des fois je me dis, oh là là, je sais que ça les gonfle dans leur temps de travail, où on se disait en effet à quel moment elle a le temps d'envoyer une vidéo, un bidule, un truc. Donc on a créé des Slack vraiment dédiés à ça, et pour moi c'est, alors il y a les dribbles, il y a tous ces outils qu'on connaît tous et qui sont tellement loin de la réalité, et en même temps oui c'est de la créativité, mais pour moi c'est pas, on s'arrête pas qu'à ça, et du coup c'est aussi tout ça qui fait que c'est magique en fait. C'est la formule qui pour moi fonctionne bien, c'est de me dire on va tous aller mettre un petit bout de, on parlait de recettes tout à l'heure, ou qu'est-ce qui fait que ta salade elle est incroyable et qu'elle ressemble pas à celle de ton voisin, tout en restant une salade. Et tu peux mettre sur ton menu c'est une salade, mais elle a pas la même tête que celle de ton copain, quoi. Et c'est pas évident de trouver la bonne formulation, le bon petit truc qui va faire que je reviens sur le design system parce que en ce moment c'est ce qui, voilà, mais il y a le design system, mais comment tu as un cadre, on parlait du cadre, le cadre de ton terrain de jeu, il est limité, mais comment t'en sors? Ami product manager et tout, on parle de Jira, de choses comme ça. Il fallait que je la sorte celle-là, Jira. C'est comment tu es créatif aussi quand tu rentres dans un mode où tout est processé et c'est notre rôle en tant que manager. Et je pense qu'on essaye de trouver au mieux des outils pour sortir de tout ça. Et c'est pas forcément évident. En tout cas, tout dépend de l'entreprise dans laquelle tu es, qui te laisse cette liberté et ce terrain de jeu pour t'amuser et de se dire OK. Oui, c'est passionnant, et justement, on va en revenir sur le cadre, mais en tout cas, si on se repose sur la question de l'émerveillement, votre proposition, en tout cas, comment on accompagne la créativité, c'est de faire de la veille, regarder des détails, s'inspirer, ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en tout cas, de manière un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, pragmatique, mais en tout cas, comment on peut favoriser cette créativité de manière individuelle ? Alors, moi là-dessus, par exemple, on fait des exercices de rituels avec nos équipes, etc., justement pour
continuer à enseigner des choses. Comme je disais, ils arrivent souvent clé en main, mais pas tant sur ce modèle-là. Le genre d'exercice qu'on met en place, par exemple, c'est de la déconstruction d'un high concept, c'est-à-dire faire du rétro-engineering, comme on peut faire en technologie, prendre un concept fini et se dire, OK, mais quelle est l'équation qui est derrière? La créativité, c'est toujours un modèle algorithmique. En réalité, c'est soit la jonction de différents éléments ou concepts qu'on a pu trouver dans différents environnements. La créativité, c'est prendre un truc qui vient d'un environnement et le déplacer dans un autre. Quelque chose qui n'existe pas dans l'univers numérique et qu'on va transposer. Ou inversement, des solutions qu'on a envisagées dans l'univers numérique et qui n'existent pas dans le réel. Et en réalité, rien que le fait de les transposer, c'est inventer quelque chose. Souvent, on croit qu'inventer, c'est partir de rien. En réalité, inventer, c'est appréhender des concepts qui existent ailleurs et qu'on transpose la plupart du temps dans un nouvel environnement. Pourquoi je parlais d'équation ou d'addition? C'est que souvent, en fait, on peut décomposer une émission, un jeu vidéo en un concept simple en revenant à la racine. Je prends par exemple, comment s'appelle Black Mirror. Black Mirror, c'est Twilight Zone, donc la 4e dimension, qui rencontre nos problématiques actuelles. Si on devait le décomposer, au moment où il faudrait le pitcher, cette série, on dirait Black Mirror, c'est la 4e dimension qui rencontre nos problématiques qui vont devenir de plus en plus actuelles autour de l'IA, autour de la robotique, etc. C'est un exercice que quand tu le fais faire aux équipes, ça leur permet de comprendre tous les leviers en fait, qui permettent d'être créatifs, pardon, et par ailleurs d'imaginer les choses de manière très différente, plus out of the box, comme on dit, c'est-à-dire des fois, le brief de départ consiste à dire ça va être une application iOS. La réalité... On va prendre le relais. Vas-y, prends le relais. Non, je ne sais pas, du coup, c'était quoi le... Et ça pourrait très bien être tout à fait autre chose qu'une application iOS pour répondre aux besoins. Je t'en prie, vas-y. Non, mais il faut arriver à se mettre dans le contexte aussi de chacun. On a tous des sensibilités différentes. Arriver à connaître nos équipes, ce qui les touche, et arriver à les transposer dans, par exemple, une passion, etc. Pour certains, ça va être le sport, d'autres, ça va être la lecture, etc. C'est arriver à dire qu'en fait, on peut arriver à être créatif en s'inspirant vraiment de tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement de regarder les tendances en design, etc. Les tendances, si on les suit, le jour où elles changent, il faut tout reconstruire. Il faut réussir à vraiment regarder les détails, savoir le sentiment qu'on veut arriver à développer et s'inspirer des choses qui nous touchent, nous, au départ, et arriver ensuite à construire ensemble et à élaborer ce qui va être la vision, là en l'occurrence d'un produit ou d'une image de marque. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'empathie. Pour moi, je rebondis sur ce que tu dis, où le collectif et l'individuel, et c'est en ça qu'on est ou pas des bons managers d'équipe design. Pour moi, c'est justement réussir à comprendre, à sentir l'ADN, le mood d'un jour, parce que tous les jours sont différents, et nous-mêmes, on n'est pas, c'est clairement le cas. Et du coup, c'est comment tu arrives avec tout ça, à transcender, à se dire, OK, j'ai quelqu'un là qui est très matheux, ou qui aime la data, ou qui est plus axé sur de l'UI. Lui, il a vraiment une appétence product designer, mais je sens que derrière, il a envie de monter en PM. Enfin, voilà. Et c'est une fois que tu sens tout ça, c'est pour ça que je parlais d'empathie, c'est vraiment de comprendre un peu l'écosystème et l'ADN de ton équipe, que tu arrives à transcender ça. Enfin, que tu arrives. Je dis pas qu'on y arrive tous les jours, mais en tout cas, c'est quand tu ressens ce genre de choses, je pense que tu arrives à mieux faire émerger des idées et justement à mettre des gens. Tout à l'heure, on parlait de tiens, la réunion debout. Pourquoi? En plus, on est designer et on a cette chance. Nous, je pense, dans nos métiers, c'est justement d'être le fameux mot à la mode disruptif, et de casser les codes et de dire OK, il y a le design system, OK, il y a tout ça. Je reviens vachement sur le design system, il me prend la tête le design system, mais voilà, moi par exemple, design system, on me fait ouais, il y a le design system, je peux pas trop sortir du cadre. Mais attends, il y a plein de pictos qui n'existent pas. Éclate-toi, t'aimes dessiner, mais vas-y, dessine sur un papier. Ah oui, tu veux que je le fasse dans Figma? Je m'en fous. Je veux juste que tu t'amuses et qu'au final, ça réponde à notre besoin. Et ça fera ce petit côté, j'aime pas le mot, mais on a l'effet waouh, je déteste, j'ai pas trouvé mieux. Mais ce petit truc qui fait que c'est différent. Et je reviens à la salade qui est pimpée et... Voilà. Et ce que j'entends en fait dans ce que vous parlez, que ce soit vraiment d'un point de vue en tout cas outillage, méthodo ou même ressenti, etc., il y a toujours cette dualité entre in fine le fait établi et comment on vient le tirer. Et finalement, tu parlais de cadre et je pense qu'on est exactement là-dedans. Parce qu'en préparant, on a préparé cette émission. En préparant cette émission, on parlait justement de l'importance du cadre. Et là, depuis tout à l'heure, vous m'expliquez sur comment casser le cadre. Est-ce que, par exemple, Benjamin, tu peux me parler un peu peut-être de l'importance du cadre et de comment on le transcende? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivé il y a quelques mois chez Matera, il a fallu faire un constat du design, etc., ce qu'était la marque, ce qu'était le produit, comment on avait de la consistance entre tout ça, quel genre d'émotion on voulait retransmettre, et surtout faire des liens entre les équipes. Ce qui a été
important pour moi, c'était de me dire, il faut que les product designers comprennent ce qu'est la brand, il faut que la brand comprenne ce qu'est le produit. Ça, c'était hyper important. Et une journée, j'ai demandé aux brand designers d'aller sur le produit, de prendre le tableau de bord qui est la page principale du produit et de dire, je sais que tu n'y connais rien. Je sais qu'on va dire, ça, cette information, tu n'aurais pas dû la mettre en premier, etc. Tout ça, c'est pas grave. Tu me prends ça et tu me le pimpes comme toi, tu le verrais, parce que d'habitude, tu pimpes la marque. Et ça, tu le présenteras en point design un jour. L'intérêt de faire ça, c'est qu'avant tout, on a des designers. C'est juste qu'ils sont frameworkés par, effectivement, comme tu le disais, par des méthodos. On leur parle tout le temps d'efficacité, il faut aller vite, on court après les roadmaps constamment. Et design system, méthodo, etc. n'empêchent pas de sortir du cadre et de faire des choses. C'est des outils d'efficacité et pas des outils de non-créativité. Et très souvent, c'est la problématique qu'on a. Et quand le designer a proposé sa vision de ce que pouvait être le produit, d'un seul coup, c'est un peu parti en débat. Personne n'a dit non, ça c'est pas cohérent, etc. C'est ok, je vois des éléments de UI qui vont être hyper intéressants à développer, et ça a amené de l'émulsion et de la stimulation entre tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à chercher. C'est même entre les équipes, arriver à les faire sortir de leur cadre, même s'ils ne se sentent pas légitimes d'y aller. Et moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'avant tout, vous êtes des designers. Vous n'êtes pas brand designer ou product designer. Les métiers évoluent. Nous, quand on a commencé, on était en agence ou ensuite on a fait d'autres choses, etc. La manière de bosser, elle change, les méthodes changent. Ce qui ne change pas, c'est la capacité à sortir du cadre et être créatif. Et ça, c'est le plus important. Et justement, toi, Mickaël, tu disais qu'il n'y a pas que les designers qui expérimentent le cadre, en fait. Tout le monde au quotidien expérimente le cadre. Oui, on est en effet dans un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on défend la créativité, et de l'autre côté, on dit ouais, mais il faut un cadre. Un cadre, c'est quoi? En fait, c'est un framework, une matrice qui nous permet en fait d'avoir des contours. On peut rien fabriquer. J'ai une anecdote à ce sujet. J'avais un prof d'art plastique il y a très longtemps, quand j'étais encore étudiant. On le saoulait tous à lui dire on va faire une BD, donne-nous de vrais sujets sympas, etc. Et chaque semaine, il donnait des sujets très artistiques qui nous poussaient un peu dans nos retranchements. Un samedi matin, il a décidé, on avait cours le samedi matin, un samedi matin, il a décidé de nous dire ok, sujet libre. Et on n'a jamais fait un truc aussi nul tous individuellement. Pour la raison que quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité sans contrainte. La question, c'est comment on arrive à se servir de ces contraintes pour aller au-delà. En fait, cette contrainte, c'est un point de départ, mais il faut bien imaginer que ce n'est pas un point d'arrivée. Et tout le monde en fait l'expérience régulièrement. Les PM, qui ne sont pas forcément toujours les plus créatifs, sont néanmoins toujours confrontés à ce sujet. Je prends l'exemple de quand on fabrique une roadmap. Une roadmap, le contrat de départ, c'est d'entrée de jeu de se dire « Ok, il y a un cadre, mais on sait très bien qu'on ne va pas le tenir. » C'est un moyen de départ pour initialiser quelque chose et formaliser des concepts intellectuels collectifs. Mais derrière, évidemment, il va y avoir des glissements, il va y avoir des organisations, des éléments de l'organisation qui vont changer cette prévision qu'on avait mis en place. Et justement, en fait, vous parlez aussi de méthodologie. Le cadre, ça vient aussi peut-être avec la méthodologie, en tout cas. Est-ce que peut-être que dans le milieu numérique, on n'a pas voulu être trop bon élève, où on a pris des méthodologies, où on a voulu, en tout cas, les appliquer bout en bout. Et in fine, est-ce que c'est pas le malheureux constat de se dire qu'à vouloir être trop by the book, est-ce que finalement, c'est pas ça qui est aussi... Je pense que c'est un peu ce qu'on voit dans les profils qu'on recrute aujourd'hui. Les profils plus expérimentés qui ont connu, entre guillemets, une autre école, ils vont beaucoup plus sortir du cadre parce ils ont vu une évolution du métier, ils ont vu une évolution dans les organisations, etc. Aujourd'hui, un peu encore une fois, comme tu le disais, sur effectivement les profils qui sortent, ils sont un peu clés en main, ok, ils vont vraiment dépiler des specs, ils vont connaître les méthodos, ils vont être très très bons en discovery. La problématique, c'est à quel point on arrive vraiment à faire du qualitatif en design après derrière. Et les méthodos, moi j'aime à dire que c'est bien d'être curieux, savoir de les connaître, en tout cas de connaître des frameworks. Et moi, j'ai aucune méthodo, en fait. Dans une méthodo, là, il y a cette partie-là qui m'intéresse, je vais commencer par celle-ci. Dans une autre méthodo, j'ai autre chose qui m'intéresse. Et en fait, c'est comme mettre des process. Un process, il est là pour que quelqu'un se sente à l'aise et qu'on arrive à la même finalité, le même point de départ, la même finalité. La méthode au milieu, j'aurais tendance à dire on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est que chacun arrive à s'approprier ça. Il y en a certains que ça rassure, et on va les accompagner pour sortir de ce cadre-là et d'être créatifs. Mais les autres, on va leur dire, ok, par contre, toi, tu es peut-être trop créatif, suis ce framework et pioche les choses qui sont les plus intéressantes pour toi. Mais les méthodos, j'aurais tendance à dire que, effectivement, c'est bien de les connaître. C'est bien d'avoir des règles, c'est bien pour transmettre aussi des choses à des personnes plus juniors ou des gens qui le font
des choses qui n'ont rien à voir avec notre métier. Il ne faut pas trop les suivre à la lettre. En tout cas, ce n'est pas mon école. Mais c'est un moyen, et d'ailleurs, on parle de nos métiers, mais plus largement, quand tu écris un scénario, tu as des guidelines en fait structurelles qu'on applique. On les reconnaît. D'ailleurs, quand on regarde une série américaine qui est bien écrite, on a tendance à bien voir en fait les actes qui se découpent. Néanmoins, évidemment, il y a des libertés qui sont prises. Et j'irai même plus loin. Tout le monde a fait l'expérience de fabriquer un CV. Un CV, c'est beaucoup de contraintes. Quand on fabrique un CV, on ne peut pas tout dire. On a envie de dire les 5-6 bullet points. Non, mais j'ai fait ça aussi. Bon, l'exercice est difficile. Et puis, on sait, on l'a tous vu, il y a des CV qui sont un tout petit peu plus sublimés parce qu'on a trouvé une bonne astuce, etc. Néanmoins, le cadre, c'est aussi le besoin d'une lecture commune. Quand on travaille avec des OKR, par exemple, quand on est drivé par des objectifs qui sont communs, ça nous permet de regarder tous dans la même direction et de pas, pour les designers, se battre pour la qualité perçue, pour les développeurs, plutôt bien maintenir le socle, etc. Donc on sent bien qu'un framework, en fait, on n'est pas en train de dire faut pas de framework, faut pas de structure. On est en train de dire une structure, elle n'empêche pas de la sublimer, d'aller au-delà. Et moi, j'adore le shuari. En tout cas, c'est dans les arts martiaux japonais, mais ça parle, on en sert aussi dans l'agilité, qui dit qu'en fait, c'est différents niveaux de maturité, en tout cas de compréhension des choses. Et le dernier niveau, en fait, c'est de se dire, j'ai compris la méthodologie, j'ai compris le cadre, et maintenant, comment je le transcende. Donc, in fine, c'est bien d'avoir cette méthodologie-là, effectivement, mais maintenant, comment, comme tu disais, on vient tirer la substance de chaque chose pour pouvoir l'adapter vraiment à notre environnement. Mais ce qui me semble aussi important de revenir, et t'en parlais justement, Benjamin, c'est pas non plus évident quand on démarre ou quand on n'a pas forcément le mandat. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, puisque vous, de par votre rôle, en tout cas de manager, d'accompagner des équipes, mais aussi des dirigeants, en fait, vous avez cette possibilité-là de donner le mandat. Et aujourd'hui, je vais te poser la question, Stéphanie, parce que tu nous as parlé du terme de gourou, et moi j'adore ça. Qu'est-ce que tu entends par gourou et comment on rend légitime, en tout cas, les designers pour prendre et pour sortir du cadre? On parlait de framework aussi, tout ça, et c'est vrai que souvent, moi j'entends, j'ai beaucoup entendu, oui, mais nous, on nous écoute pas en tant que designer, on n'a pas notre voix, notre mot à dire, et je pense qu'en étant créatif, justement, on peut aussi pousser des messages dans nos stratégies, mais aussi à la hiérarchie qui a souvent du mal à comprendre nos métiers, d'où on vient, etc. Et pour revenir à ta question, j'ai oublié la question. Comment on donne le mandat? Ah oui, le mandat. Le côté gourou. Ouais, le côté gourou, c'est justement, je pense que, alors je sais pas si c'est une question de maturité ou de choses comme ça, mais il y a toujours des rebelles entre guillemets, même si j'aime pas le terme. Je pense que dans l'ADN d'un créatif, il y a aussi quelqu'un qui aime sortir du cadre et qui a besoin d'être rassuré. Enfin voilà, on a tous les profils possibles, mais voilà, c'est justement à nous d'insuffler cette énergie, cette vision, et c'est pas facile parce qu'en effet, on a des profils complètement différents qui vont être axés sur de la data, qui vont être axés sur la research, d'autres des UI. Et c'est des métiers tellement à la fois similaires et différents. Comment on arrive à créer tout ça? Et c'est à nous d'être force de proposition, d'aller, de pousser les cadres et de dire, mais ok, tu m'as fait un super truc, mais moi, c'est pas ce que je te demande. Là, demain, je voudrais que... c'est ce qu'on fait dans certains ateliers, c'est imagine le truc de demain. C'est moi, par exemple, là, en ce moment, on réalise une vision design. Oh mon Dieu, que c'est compliqué parce que vraiment, il y a tout l'héritage qu'on a eu du passé, on nous a dit que machin. Mais non, ce qu'on te demande justement, c'est là, lâche-toi. Je te donne l'occasion de te lâcher. Et c'est nous, managers, et c'est pas, je dis pas que c'est facile, ceux qui m'écoutent vont dire ouais, mais machin. Mais c'est pas évident de leur dire, là, je te donne le choix de t'amuser. Je te demande de t'amuser. C'est quand même cool dans son boulot, au quotidien, quelqu'un qui te dit une fois par mois, j'en sais rien, dans un atelier, amuse-toi. Et ce côté gourou, je pense qu'il est hyper important. Comme dans chaque équipe, alors je dis gourou, mais après il y a d'autres mots pour d'autres équipes, mais je pense que c'est important d'être, en tout cas, de donner cette possibilité de cet élan créatif et de donner le mandat d'aller s'éclater et de pouvoir en profiter. Et j'imagine que ça, de toute façon, c'est pas possible aussi sans porter ce mandat-là aussi d'un point de vue organisationnel, parce qu'in fine, c'est donner le mandat à des équipes, mais avant, il faut peut-être convaincre un peu en amont. Et justement, comment on convainc... Et je voulais juste rebondir aussi, c'est ça, c'est trouver l'entreprise aussi qui te permet, alors ça arrive de plus en plus, nous, dans nos produits aujourd'hui, mais c'était pas le cas il y a encore quelques temps, on t'interdisait de sortir du cadre, d'être créatif, et on a toujours été considérés comme les colleurs de gommettes, des crayonneurs d'excellence, etc. Et justement, non, mais c'est vraiment le cas encore aujourd'hui, on entend un peu ces travers, mais du coup, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des entreprises qui comprennent la valeur du design, je sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas qui nous donne du mandat pour faire de mieux en mieux, pour créer du crédit et se dire, en effet, laissons-les faire leur truc dans leur délire et ça va nous sublimer. Notre CSAT, notre CES, nos trucs, notre data va être encore plus... voilà, je me tais. Et pour revenir encore une fois sur l'organisation, Benjamin, tu nous parlais justement de donner
en tout cas d'offrir aux brands de refaire, mais comment d'un point de vue organisation En fait, je pense aussi, et surtout que déjà on est dans un contexte qui effectivement est beaucoup plus favorable pour nous, d'avoir une place, mais c'est passé par être créatif aussi, des méthodos qu'on met en place, ça fait aussi pour convaincre, parce que nos méthodes de travail n'ont pas potentiellement réellement changé. Un exemple tout simple, le poste pour lequel j'ai été recruté au départ, c'était Head of Product Design. Et ce que j'ai soulevé en entretien sur la consistency, sur la marque, sur la vision, sur les problématiques entre la brand et le produit, etc., ça a fait que quand je suis arrivé, on a dit, OK, en fait, reprends tout le design. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a notre capacité à nous à exprimer des choses en prenant un peu de hauteur sur énormément de choses, que ce soit le business et pas uniquement le design, pour avoir aussi une crédibilité face à l'organisation et défendre une vision. Quoi qu'il en soit, il faut arriver à inspirer les équipes en leur disant que c'est à eux de faire les choses. Et aujourd'hui, ils ont une capacité et une chance réelle de par la vision et l'exposition qu'on a. La preuve, aujourd'hui, on est en train de parler de design. On a la possibilité de faire ce genre de choses aujourd'hui, d'avoir de plus en plus de place, d'arriver à faire... OK, on s'éclate, on fait des design systems, on crée des choses de plus en plus cool, on va sur de l'efficacité, mais il faut se dire, OK, on est arrivé par là en essayant de formaliser les choses, parce que c'est ce qui plaît à l'environnement, c'est d'être scalable, c'est d'aller vite, etc. Aujourd'hui, je pense on l'a démontré. Il faudrait qu'on arrive à maintenant repasser le cap de qu'est-ce que c'est qu'être créatif et se servir de tout ce framework qu'on a mis en place, convaincre les organisations pour, encore une fois, aller encore plus loin. Sur la question du mandat, on ne nous le donne pas toujours. Hein. Effectivement, il y a un monde qui va de mieux en mieux et dans lequel on commence à comprendre les bénéfices d'avoir des designers qui pensent user first en général et qui souvent tendent à la créativité. Mais Sylvie Daumal l'avait dit dans une intervention qu'elle a faite récemment, il ne faut pas toujours attendre qu'on nous donne le mandat. Des fois, il faut le prendre. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est une démarche de designer, c'est-à-dire il y a un cadre, l'organisation telle qu'elle existe, et des fois, il faut pousser les limites de ce cadre, faire preuve d'une action. Là, tu as pris un exemple très intéressant qui consiste à dire, OK, je rapproche la brand des équipes de design. Il y a des organisations dans lesquelles il y a déjà une direction de la marque très forte qui n'a pas du tout cette culture produit parce que c'est un métier plus ancien qui est dans l'entreprise. Comment on fait en fait pour créer des synergies, pour avancer, etc. C'est vraiment le métier du designer. Je prends souvent l'analogie en fait du film. Alors bon, toi tu dis les Croods, moi je dis les Crods. C'est le dessin animé avec des petites personnes de Cro-Magnon, des personnages. Voilà, c'est des hommes préhistoriques et donc il y a un papa qui protège sa famille et ils sont dans un cadre restrictif et il a peur d'aller au-delà. C'est souvent la peur en fait qui drive les organisations malheureusement et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un grain de folie qui est resté dans la tête des designers. En général, la peur est beaucoup moins présente et je dirais même que la foi a pris la place de la peur. Dans les Crods, le papa, il a peur d'aller au-delà et la jeune fille est adolescente et donc elle a plus envie d'explorer et elle va, conclusion du film, réussir à montrer qu'il y a des territoires à observer bien au-delà et à grandir le champ de vision du papa. J'ai le sentiment que c'est exactement ça le travail du designer dans une organisation. Ouais, et justement, tu en parlais, tu disais que les entreprises étaient dirigées par des créatifs. Est-ce que finalement, encore une fois, de mettre les designers au niveau du design uniquement, est-ce que c'est pas aussi finalement une maturité qui est pas encore totalement mature, et est-ce que finalement le rôle du designer, il est vraiment de se contenter juste à être of design, ou est-ce que son rôle, il est d'être infusé un peu partout? Tu veux mon sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est que depuis des années, on met en place des designers et de plus en plus, ils se répandent partout dans l'entreprise. On passe de 1 à 60 designers répartis partout. Ils font de la facilitation, ils accompagnent tout le monde dans la co-création collective, etc. Bon, mon sentiment à moi, c'est que le plan ourdi en arrière-plan, c'est qu'on dissémine des designers dans l'entreprise dans l'objectif de faire grandir la culture du design, de faire grandir la culture du design du user first, mais aussi, du coup, on s'organise, on rentre au CODIR, pas au COMEX, et on industrialise, on processise, on met de la data pour parler le langage des personnes qui sont plus rationnelles. Pour moi, le plan derrière, en arrière-plan, c'est de prendre le pouvoir et de diriger l'entreprise.
Ouais, je pense que par rapport à ce que tu disais, effectivement, les équipes grossissent et en fait, tout va dépendre de l'objectif de la société dans laquelle on est en train de bosser actuellement. Moi, ma priorité, c'était vraiment de rapprocher la brand et le produit. En tout cas, je suis persuadé que c'était une nécessité. J'ai passé beaucoup d'années chez Criteo, par exemple. On se dit comment être créatif dans une boîte qui est data first. En l'occurrence, il a fallu là aussi être créatif et trouver d'autres moyens que juste d'utiliser les outils qu'on avait en interne et juste répondre aux besoins premiers des clients. Se servir de la data pour aller en rendez-vous client et être créatif face aux clients et que ce ne soit pas juste les équipes commerciales qui étaient face aux clients. À chaque fois, en fonction de son environnement, et c'est là où est notre rôle. C'est déjà d'avoir les bonnes personnes dans son équipe, ça c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, c'est d'arriver à les mettre dans les bonnes dispositions, personnellement, et dans le contexte dans lequel ils sont. Si on est drivé par la data, leur montrer qu'en fait, utiliser la data, c'est pas juste être hyper pragmatique. On peut être pragmatique au départ, faire des conclusions, et ensuite s'en servir pour créer des choses. Qu'importe son contexte, je pense que c'est ça qui va être important, c'est qu'il faut s'adapter aux organisations et effectivement être de plus en plus impactant pour le business. C'est ça qui fera qu'avec le temps, on aura de plus en plus des places importantes au sein des décisions pour la vision d'une boîte et des roadmaps, etc. Et in fine, ce que j'aime aussi dans ce que vous racontez, c'est que pour arriver justement à ça, il faut aussi être créatif, comprendre son environnement, le transcender. In fine, la créativité, encore une fois, c'est pas juste du maquette, des designs, mais c'est vraiment une situationnelle, in fine. Et comment on vient, en tout cas, en comprenant son environnement, en étant inspiré, en voulant un peu, et comment justement on accompagne pas à pas. Je voudrais juste revenir sur la data. C'est intéressant parce que la data, elle est souvent perçue comme un moyen de dérisquer. Souvent, la data, on avale. Et la data peut être aussi un moyen de créer des belles opportunités. Souvent, pour dérisquer, parce qu'on le disait, c'est le langage du commun des mortels. Malheureusement, des créatifs, il y en a peu. Je le disais tout à l'heure, les enfants, on leur a vite dit « Non, maintenant, tu es rationnel et puis tu cadres bien, tu sors pas du cadre et ensuite, on voudrait qu'on soit créatif. » Ben non, il y a un truc... paradoxal. Donc souvent la data est là pour rassurer, pour dire « Ah mais vous inquiétez pas, on est en train de faire ce move, mais regardez, c'est quantifiable. » Bon, et on fait tous ce jeu. La réalité, c'est que des fois, dans la data, on peut voir aussi l'opportunité. Pardon, du coup, j'ai complètement tordu. Non, mais c'est très... Et la data peut être le point de départ. La data peut être le point de départ. On essaye toujours de trouver des idées, un peu comme tu disais, sur la feuille blanche. On ne sait pas comment commencer. Si on veut faire un plan marketing en se disant il faut qu'on trouve la meilleure idée, le meilleur concept, ça ne marchera pas. Il nous faut un constat. Est-ce qu'on a un chiffre sur une typologie de clients qui est hyper intéressante pour nous, etc. La data, c'est peut-être juste un pourcentage qu'on sort, pas du chapeau, mais qui part d'un constat qu'on a pour le business. Et c'est comment on arrive à être créatif autour de ça. Et la data peut servir à tous les niveaux. Et moi, je voulais juste ramener aussi un peu le débat sur, c'est tout bête, mais ça fait des années que je fais du design, je suis dans une entreprise qui est quand même relativement connue, etc. Moi, mon objectif, alors j'en ai plein, des objectifs très court terme et un peu plus long terme, mais si demain je me lève et je me dis, j'ai réussi à créer la même expérience en boutique que sur mon site, mais je serais la plus heureuse du monde. Enfin, je veux dire, je me réveillerais tellement fière de mon équipe et de tout ce qu'on a construit. Et pour autant, on se dit, mais quand même, c'est la base. Enfin, je veux dire, on clique sur ton site, ça devrait être... Ben non, pas du tout. Et j'en suis là. Alors que, comme tu disais, on a l'impression de refaire l'histoire, mais c'est vraiment ça. On reprend les bases pour toujours aller plus loin, toujours être innovant, se mettre à la page, la data, l'IA, tous ces trucs, ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Et on est en permanence, et c'est aussi ça qui est sexy dans nos métiers, c'est ce côté, c'est tout le temps, on revient sur ce qui a été fait et comment on sublime tout ça et on le transcende. Et ça, c'est chouette. Cette question de l'endurance que tu évoques là, parce qu'en fait, il faut tout le temps reprendre, se battre, faire évoluer. C'est intéressant parce que ça met en exergue le fait que l'organisation, pas parce qu'elle le veut, mais l'organisation nuit nécessairement à la créativité. Parce qu'il y a des silos, parce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas partagés entre différentes business units ou peu importe comment l'entreprise est organisée. Et donc, il y a un moment où, en fait, fais d'abord passer en priorité ma fonctionnalité, ou non, ne faites pas ça, parce que du coup, qu'est-ce que vont devenir mes employés si, j'en sais rien, l'IA vient faciliter ou que sais-je. C'est aussi ça que je voulais dire c'est une posture d'être créatif. C'est-à-dire, si le CIO, le dirigeant en fait, d'une boîte, et l'ensemble des managers ne sont pas dans cette posture de créativité, de changement, de ne pas avoir peur du changement, l'exercice est difficile.
C'est pour ça que volontairement, hein, je choque en disant la prise de pouvoir. C'est pas tant pour dire les designers prendraient le pouvoir, c'est plus pour dire des gens dont la posture et la créativité, et dont ce n'est pas un métier une fois encore, c'est vraiment une posture, qui prennent le pouvoir. Ça change la posture de l'entreprise et son adaptabilité au réel et aux contraintes qui l'entourent. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en effet, on nous apprend à être dans un cadre, c'est tout le débat et on n'a jamais eu la solution qui convainc tout le monde. C'est comment faire différent en étant ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être créatif au final. Enfin, est-ce qu'on l'est vraiment ? Je ne sais pas, la question, elle est, tu vois, c'est... Prenons l'exemple de Figma. Figma, c'est un outil en ligne. Ils ont fait all-in sur le côté... on va mettre 1 an de développement pour pouvoir jouer en multiplayer, avec un moteur de jeu vidéo. Il a fallu revoir toute la structure, l'architecture du... C'est un parti pris radical, vraiment risqué. C'est un parti pris qui n'a pas peur, c'est un parti pris créatif. Quel que soit le parcours de Dylan Field et des équipes qui l'entourent. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une posture. Oser la disruption, oser aller plus loin, c'est pas toujours facile, mais néanmoins c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un succès monumental. Et malheureusement, on est pressé par le temps. Mais justement, pour le mot de la fin, tout ce qu'on s'est dit, en tout cas, osez être créatif, osez prendre le mandat, lancez-vous, parce qu'in fine, c'est ça, en fait, je pense, qui créera des belles histoires. Et soyez curieux, je pense que c'est important de s'inspirer. On a parlé beaucoup de choses. Je pense que dans vos références, en tout cas, vous n'avez pas que des références numériques, et je pense que c'est important aussi de s'ouvrir à d'autres choses. C'est la clé. Et moi, je voudrais aussi parler du temps, parce qu'on est pressé par le temps. On aurait aimé vous dire beaucoup plus de choses. Et prenez le temps, je pense que c'est important. Parce que on parlait de l'enfant qui s'ennuie, mais c'est ça en fait, laisser divaguer. En fait, notre cerveau, il a besoin de combler le vide et donc de lui-même, il va venir créer des synergies. Et je pense que c'est là où finalement vous allez sortir du cadre. Et je pense qu'il n'y a rien de pire in fine dans nos sociétés aussi où on rentabilise le temps au maximum. Et in fine, peut-être qu'on passe à côté de la créativité, à cause de ça. Oui,